Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. L'objet de cette vidéo va être de dire un certain nombre de vérités qui fâchent. Et je pèse mes mots, ça va fâcher, je pense, à peu près tout le monde, quelles que soient les identités que les personnes entretiennent. Ça va, ça va en déranger au moins une ou plusieurs et mettre à mal pas mal de choses. C'est pas grave, il faut que ce soit fait, donc allons-y. On va aller un petit peu plus loin sur la question du mythe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sujet me tient à cœur parce que dans notre beau pays qu'est la France, le féminisme n'a vraiment pas bonne presse. Il faut dire que le système a tout fait pour que ce soit le cas. La force de n'importe quel système oppressif, de contrôle mental de masse, on pourrait plutôt le poser comme ça d'ailleurs, parce que l'oppression c'est un contrôle mental. La force donc de tout système qui a cet objectif, c'est de réussir à faire penser tout le monde selon ses propres termes. Que ce soit les personnes qui vont être avantagées, détenir des privilèges de par cet ordre social, mais également, et ça c'est le plus important à comprendre, également et surtout aussi des fractions dominées. Et comme il y a plusieurs critères d'oppression, plusieurs façons de se vivre en tant que dominé, avec le genre, la classe sociale, la race, l'orientation sexuelle maintenant, eh bien, il est très facile de brouiller les cartes et pour un système de contrôle global, de tirer avantage de toutes ces prisons intérieures qui se construisent au sein d'un même individu. Surtout si en plus, plusieurs critères d'oppression se combinent sur un même individu. Ça va le pousser dans un jeu d'identification terrible. Il va être forcé de choisir, de se définir par rapport à un critère. Donc ça, c'est un piège. Et il fonctionne très bien actuellement. Il serait temps que les gens le comprennent et qu'ils en sortent. N'importe quel outil de pensée, si juste soit-il, pour comprendre quelque chose de notre monde, trouve ses limites. Si on veut en faire une idéologie, si on ne veut regarder le monde qu'à travers cet outil, alors c'est foutu, quoi. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit où qu'on regarde. Donc, ce que ça dit, c'est que nous sommes programmés pour penser déjà en termes de ou exclusif. C'est fondamental de bien comprendre ça, que le ressort de toute programmation s'appuie sur l'invisibilisation de tout cela, de la manière dont sont être répartis les privilèges, etc., aussi bien aux yeux de ceux qui les détiennent qu'aux yeux de ceux qui n'ont pas ces privilèges. Donc ça, c'est le premier ressort d'un système de programmation mentale. Le deuxième ressort, parce que parmi les fractions dominées, il y en aura toujours qui vont quand même s'en rendre compte et rentrer dans des luttes émancipatrices. À ce moment-là, le deuxième ressort s'actionne et tout va être fait pour transformer ces luttes en opposition contrôlée par diverses stratégies qui vont permettre d'instrumentaliser ces luttes pour faire croire qu'elles sont prises en compte, qu'il y a un progrès social en cours, mais on va en fait les instrumentaliser pour qu'elles servent d'autres agendas. Une fois que tout le monde s'est bien énervé, plus personne n'est d'accord sur rien, on ne sait même plus ce que veut dire le sexe, on ne sait même plus ce que veut dire le genre, la solution pour mettre tout le monde d'accord, ça va être le progrès scientifique, le soi-disant progrès scientifique. Donc là, vous avez une photo éditée dans Le Monde
en avril 2017 concernant l'avancée de l'utérus artificiel pour des agneaux. Combiné avec l'avancée des recherches sur les grands prématurés, avec le cerveau humain, etc. Bon, ben, tout le monde est capable de voir que le meilleur des mondes, c'est vraiment pour demain. Mais il y a tout un tas de grands prêtres de la science qui viennent nous expliquer que mais non, pas du tout, c'est vraiment un progrès scientifique. Donc là, ce qui se passe clairement, c'est que le désir d'enfant, ou ce droit à l'enfant qu'il faudrait vraiment interroger, est instrumentalisé pour nous vendre du progrès social. Pour les personnes transsexuelles, par exemple, sachez que aux États-Unis, maintenant, et aussi au Canada, est autorisé le changement de sexe pour des personnes mineures. Il faudrait vraiment se demander si une personne qui va vivre toute sa vie captive du monde médical à coups d'hormones, de ceci et de cela, est-ce que c'est vraiment une vie de bonheur, d'épanouissement parce que les transsexuels, avec tous les produits qu'ils doivent prendre, leur espérance de vie, elle est vraiment diminuée. Pareil pour les grands prématurés. Ils rencontrent par la suite de grands retards dans le développement. Ils sont eux aussi captifs du monde médical, que ce soit des psys, peu importe. Donc il faut vraiment interroger là. Qu'est-ce ce droit à l'enfant, ce désir d'enfant, à quel prix? Ce qui est certain, c'est que ces personnes sont vraiment utilisées comme des cobayes actuellement par la science, avec la bénédiction du droit. Donc ce qui est exploité là, c'est la misère des personnes, leur souffrance, que ce soit les personnes transsexuelles, transgenres, ou les gens qui veulent absolument avoir un enfant, mais à quel prix? Donc faisons un état des lieux des luttes actuelles. Allez voir l'Observatoire des inégalités, dont je vous mets le lien en description. Regardez à quelle vitesse avance la condition des femmes en France ces 40 dernières années. Comparez-le à ce qui se produit pour la cause animale. Non que ce ne soit pas un gros problème, la cause animale. Mais c'est beaucoup plus bankable aujourd'hui de s'investir dans la cause animale, de dire qu'on est antispéciste, etc. Et puis l'argent coule à flot. C'est la même chose qu'on observe pour toutes les luttes LGBT. Il n'y a pas de souci pour avoir des gay pride et plein d'artistes qui s'investissent auprès de ces militants. Quant aux féministes libérales, qui sont les seules à porter la parole féministe dans ce pays, ce sont les seuls à être invités sur les plateaux de télévision, ce sont les seuls à s'exprimer dans les médias. Où en est-on aujourd'hui en termes de reproduction? Donc les moyens de PMA pour les couples hétérosexuels stériles ont bien avancé. Et donc en 2013, nous avons le mariage pour tous. En 2014, la circulaire de Christiane Taubira qui permet de faciliter la nationalisation française des enfants nés de GPA à l'étranger de commanditaires parents français. Et en 2017, 12 juin 2017, le comité d'éthique se prononce en faveur de la PMA pour les couples lesbiens. Donc le constat, là, il est simple. Il y a des sujets, parmi les luttes émancipatrices, qui sont beaucoup plus mis en avant, relayés, dont le système fait beaucoup plus cas, des sujets qui avancent beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc concernant la question de la reproduction, qui va nous intéresser là, la suite, tout le monde la connaît. La suite, ça va être les couples homosexuels gays qui vont monter au créneau, crier à la discrimination, et il faudra donc bien leur offrir des possibilités pour être égal aux couples hétérosexuels, aux couples homosexuels lesbiens, qui seront donc des dominants du point de vue des couples homosexuels gays. On a déjà la solution de la GPA à l'étranger, donc d'aller exploiter le ventre des femmes indiennes. Mais grâce aux féministes libérales pro-sexe, on peut aussi imaginer l'apparition d'un nouveau métier de mère porteuse donc pour la GPA en France. Mais il y a d'autres choses aussi qui pourront être mises en place, comme l'ectogénèse,
que nous vend la féministe libérale Marcella Jacobs, qu'on a beaucoup entendue à la télé lors du mariage pour tous, en tant qu'opposante, soi-disant. Donc je ne sais pas si vous commencez à entrevoir le schéma global, mais les lesbiennes, elles l'ont saisi, et le torchon brûle depuis le mariage pour tous, entre les lesbiennes et les activistes LGBT qui sont des hommes, et qui, à partir de là, ont immédiatement crié à la victoire qu'ils allaient enfin pouvoir avoir des enfants. Je vais sourcer tout ce que je dis, vous aurez les liens dans la description, pour aller vérifier par vous-même. Si vous étudiez bien cette question, vous allez vous rendre compte que la domination masculine ne se limite pas du tout à l'hétérosexualité. Elle est bien présente aussi dans le milieu LGBT. Donc, c'est pas une question d'orientation sexuelle, cette question-là. Pas du tout. Visiblement, et je vais le démontrer dans cette vidéo, c'est vraiment un problème de différence de corps physique et d'une volonté de domination de l'un sur l'autre. Donc les opposants que nous ont montré les médias à la manif pour tous, on a eu les masculinistes, les cathos, c'est la même stratégie que pour les élections et le vote utile, où c'est le Front National qui joue le rôle d'épouvantail afin que la gauche et la droite puissent tranquillement se passer de pouvoir, alors que tout ce petit monde partage les mêmes agendas. Où étaient les féministes radicales, les vraies, pas les Marcella Jacobs qui ont tribune à la télé, dans les journaux et dans les documentaires, bien elles étaient occupées à se protéger des menaces de mort dont elles font régulièrement l'objet, que ce soit de la part des masculinistes, mais également des radiqueers qui les menacent sans cesse et qui veulent les empêcher de se réunir entre elles et qui les menacent donc régulièrement de mort. Au moment où je parle, ça fait déjà quelques années que de l'autre côté de l'Atlantique, et tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique finit par se produire chez nous, les féministes radicales sont violemment attaquées systématiquement par des activistes LGBT transqueer, principalement des hommes, qui prétendent qu'ils sont des femmes. Donc les attaques sont suffisamment violentes, ça peut aller jusqu'aux menaces de mort, voire de viol, c'est intéressant de le savoir. Donc la répression est à la mesure de l'enjeu que constitue la reproduction. Et en France, les féministes radicales sont obligées de masquer leur identité, parce qu'elles risquent leur vie, en écrivant et en disant, en portant cette parole. C'est pas le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets en description un excellent site de féministes, cisif.org. Là-bas, les femmes féministes radicales peuvent encore s'exprimer sous leur identité civile. Elles sont menacées, certes, mais bon, elles peuvent encore le faire. En France, c'est pas possible. Je n'ai pas pu rentrer en contact avec aucune des femmes qui écrivent de super articles sur tous ces sujets. Il y a une raison, quoi, parce qu'elles sont intelligentes. La raison, c'est qu'elles risquent leur vie. Donc voilà où on est né aujourd'hui, en France. À chacun de réfléchir et de voir si c'est bien le pays de la liberté et de la liberté de l'expression. Donc, si on y regarde bien, le féminisme libéral a eu comme premier effet de fournir plus de main-d'œuvre au système capitaliste, de mettre les femmes dans un étau épouvantable entre carrière professionnelle et vie domestique, ou leur désir de mettre au monde un enfant. Et tout cela, en fait, pour les faire tourner en rond, pour surtout qu'elles ne se rendent jamais compte que le pouvoir reproducteur, celui de pouvoir donner la vie aux deux sexes, c'est le plus puissant de tous les pouvoirs. Parce que si les femmes le reconquièrent en totalité, si elles se réapproprient totalement leur corps, alors l'histoire d'esclavage, elle peut s'arrêter très vite. Parce qu'un système d'esclavage, il a besoin de pouvoir contrôler et être certain qu'il va avoir à chaque génération de nouveaux esclaves. Donc le but ultime, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Donc la lutte sur les orientations sexuelles qui se trouve finalement au centre
n'a comme objectif de brouiller les pistes entre les stéréotypes de genre, les assignations comportementales faites en fonction du sexe biologique, et la question de la reproduction. Et ça fonctionne vraiment à merveille. Les radiquins, qui s'en prennent principalement donc aux féministes radicales, on pourrait se dire, ils se trompent d'ennemis, quoi. Les féministes n'ont jamais tué personne. Leur problème, en fait, c'est peut-être plutôt les stéréotypes patriarcaux. Pourquoi pourquoi ces gens-là ne sont pas leur objectif? On peut se poser la question. Pendant ce temps-là, la condition des femmes, elle change pas. Elles sont toujours victimes de viols, de violences, etc. Et elles sont toujours victimes, surtout, des stéréotypes de genre qu'elles reconduisent, sans même s'en rendre compte, à chaque génération, en programmant leurs propres filles de la même manière. Et donc tout ça fait que jamais la plupart des femmes ne sont en situation de vraiment reconquérir ce pouvoir et en se réappropriant totalement leur corps. Et pour ça, il faudrait qu'elles déconstruisent effectivement les stéréotypes de genre qu'elles ont ingérés à leur insu. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. L'ardoise du féminisme libéral, elle est lourde, parce qu'en plus d'avoir donné de la main-d'œuvre au capitalisme de manière à organiser une féroce compétition dans le monde du travail, avec l'idée donc de la liberté sexuelle des femmes a rendu en fait davantage le corps des femmes disponible comme objet de jouissance sexuelle pour les hommes. Et là-dessus arrivent donc les luttes supposément émancipatrices sur les questions d'orientation sexuelle, les technologies internet, la pornographie mainstream de masse. Et donc vous voyez que tout ça bien orchestré avec la bonne chronologie a amené les femmes en fait à être bien plus préoccupées par leur pouvoir de séduction que par le pouvoir de reproduction. Et donc pendant ce temps-là, l'agenda transhumaniste, lui, il avance. Il s'agit d'être créatif en fait là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les personnes opprimées, se vivant comme opprimées, quelle qu'en soit la raison, pour des raisons de genre, pour des raisons d'orientation sexuelle, pour des raisons de race, pour des raisons sociales, se font systématiquement retourner comme des crêpes, apparemment, par ce système. Qui lui, en tout cas, ses objectifs, il les maintient et il les aboutit très bien avec leur aide. Donc toute personne qui est dans une idée de liberté, d'émancipation, serait bien avisée de bien voir comment s'actionne tout ça. Ce que nous enseigne l'histoire des luttes précédentes. On n'est pas, peut-être, à son insu, servir des agendas qui va faire que tout le monde va aller là où personne n'a envie d'aller. Si on avait pris un peu de recul avant. Si on était un petit peu sorti de sa petite douleur nombriliste concernant son oppression. Donc, la plupart des personnes qui luttent dans les milieux LGBT pour les questions d'orientation sexuelle n'ont, je pense, même pas conscience de ce schéma directeur. Elles sont donc, qu'elles le veuillent ou non, instrumentalisées par tout ça. Donc, je les inviterais vraiment à reconsidérer la question de où placer l'orientation sexuelle, où placer la sexualité finalement dans l'espace public. Est-ce que ça relève vraiment de l'espace public, la sexualité? C'est ça la vraie question. Chacun devrait se la poser là aujourd'hui. Ça devient un peu urgent, quoi. Donc, concernant l'aspect créatif, il y a des questions à se poser. Ce que j'ai envie de poser comme question, par exemple, à toutes les femmes investies dans des luttes féministes, c'est rendez-vous bien compte que le dénominateur commun, c'est bien que nous avons un corps différent. Les lesbiennes s'en sont rendues compte. Je pense que certaines, après le mariage pour tous, se sont vraiment réveillées avec la gueule de bois, de voir leur ancien camarade masculin de lutte
remettre en question pas mal de choses. Je pense que certaines lesbiennes se sont redécouvertes des affinités féministes desquelles elles s'étaient coupées au titre de cette domination des orientations sexuelles. Donc la question d'orientation sexuelle, moi je vais être claire là-dessus. Je pense que la sexualité appartient au registre de l'intime entre adultes consentants. Tant que vous demanderez au système de le légiférer, le système vous piégera. Bien sûr qu'il va vous accorder des droits. Et pour en faire quoi? Si vous êtes une femme lesbienne en couple, vous avez le pouvoir reproducteur pour vous. Il y en a plein d'autres avant vous qui ont fait des enfants sans avoir besoin de demander à l'État, à la loi de cadrer ça pour elles. Il y a plein de solutions qui existent. Il existe l'insémination artisanale. Voilà, et puis pour les personnes trans, queer, transsexuelles, il y a, là c'est encore autre chose, quoi. Mais pour ce qui concerne au moins les transgenres, donc non, le genre n'est pas une performance. Le genre, effectivement, est construit socialement. Mais nous, les femmes de naissance, comme vous nous appelez, le genre, on le subit, on ne choisit pas. Et c'est là toute la différence. Vous considérez que vous, le genre, comme c'est une construction, on peut le choisir, mais non, quand on est femme dans cette société patriarcale, on subit le genre, on subit les stéréotypes de genre. Ils pénètrent à nous, à notre insu, avant l'âge de 3 ans, et c'est pareil pour vous. Donc, que vous décidiez, si vous êtes un homme, de dire que vous êtes une femme, eh bien non, non, vous n'êtes pas du tout une femme, pas plus physiquement que du point de vue du genre. Et vos méthodes de lutte, les comportements que vous adoptez le démontrent. Ça démontre bien, puisque vous voulez faire taire les femmes qui portent une parole pour elles-mêmes, que vous avez été socialisés comme des hommes dominants. Si vous pensez que sexualité et reproduction doivent être séparées, si vous pensez que donner la vie, c'est un fardeau dont il serait souhaitable de se débarrasser pour pouvoir être plus disponible dans le système capitaliste, ou si vous pensez que le genre, c'est juste un jeu, une histoire de performance par le vêtement, par des attitudes, des comportements que vous apprenez, que vous mimez, des femmes que vous pouvez observer, des icônes que vous vend ce monde consumériste globaliste avec ses écrans, alors vous êtes transhumaniste déjà, sans même le savoir. Ou tôt ou tard, vous serez séduit ou séduite par les sirènes du transhumanisme. Donc il vaut mieux y avoir bien réfléchi avant. Dans toutes les luttes émancipatrices, il y a un intrus. C'est la lutte, soi-disant émancipatrice, sur les orientations sexuelles, qui ne fait que masquer le véritable enjeu qui est devant nous, c'est-à-dire le choix collectif que nous allons faire en termes de reproduction pour l'espèce humaine. L'orientation sexuelle, la sexualité relève du champ de l'intimité, et si on voulait vraiment préserver la liberté, c'est ce que chacun devrait faire. Et ne surtout pas demander à l'État, à l'extérieur et aux autres d'avoir un regard sur sa propre sexualité. D'autant plus que, effectivement, même si la sexualité, je pense, doit rester de l'ordre de l'intimité, le personnel est politique. Et donc je vais finir cette vidéo en souhaitant à chaque auditeur, auditrice de se saisir de tous les matériaux que je mets en description et de mettre au travail sa propre réflexion, mais associée au cœur. Parce que le personnel est politique, ça veut dire que les décisions personnelles que certaines personnes font en ce moment vont affecter toute l'humanité. Donc il s'agit simplement d'être responsable. À bientôt.